Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance numéro 215. Je vous propose aujourd'hui en exclusivité sur RLP la suite de l'interview de Maître Domergue. Il donne son avis et son point de vue sur la magistrature vue de l'intérieur. Ça déménage, mais sa liberté de parole le rend extrêmement précieux. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous avez une franchise et une liberté de parole qui vous rendent précieux, monsieur, quand même, parce que tout le monde n'ose pas, vous savez, beaucoup... Ah oui, alors là, oui. Je sais bien, j'entends parler les magistrats, on est dans le meilleur des mondes. Il manque juste un petit peu d'argent, un peu plus de moyens, et on a des juges fantastiques, honnêtes, ouverts, connaissant le droit. Et qu'il y a de tout, c'est normal. Globalement, au niveau pénal, c'est une catastrophe. Oui. Alors, Christelle Delecluse, qui est une travailleuse sociale depuis... on n'est plus sur le téléphone, là. Je crois qu'elle avait une question. Alors, c'était plutôt... Bonsoir. C'était plutôt Bonsoir. pour rejoindre. J'étais éducatrice spécialisée, mais aussi cadre socio-éducatif en protection de l'enfance quasiment toute ma carrière. C'est vrai que je vous rejoins sur la partie où il y a de plus en plus de mesures judiciarisées au détriment parfois des mesures administratives. Alors, je me disais, est-ce que c'est pas en lien avec le fait que les situations, enfin, les problématiques des familles sont de plus en plus, elles sont isolées, que les interventions sont trop tardives et que du coup, il faille judiciariser parce qu'il y a un besoin de protection important. Mais le problème, ce n'est pas tellement au niveau de l'alerte, pour moi. Je suis plutôt satisfait qu'on vérifie que la situation dans telle ou telle famille est correcte. Le problème, c'est qu'il y a une sorte d'engrenage qui se noue à chaque fois. Au lieu d'avoir un regard attentif et un rôle de conseiller éventuellement, on a des solutions qui sont quand même extrêmement violentes, radicales, et dans lesquelles on voit qu'on n'écoute plus la mère ou le père, c'est souvent la mère qui est victime directe de déplacement, et on a un système donc fermé sur lui-même. En réalité, ce que j'ai pas eu le temps de dire, un grand facteur de crise de la justice, c'est que les juges sont très dépendants d'autres intervenants et ils se remettent complètement entre les mains au niveau de l'assistance éducative, des assistantes sociales, d'un certain nombre même d'institutions qui, elles, ont un intérêt au placement. En ce qui concerne les tutelles, on veut tout maîtriser, mais en réalité, le contrôle pointu ne se fait pas sur les comptes des personnes sous tutelle, et les juges sont très dépendants de leurs gérants de tutelle, et les croient d'une manière souvent un peu... systématique, aveugle, de la même façon que les parquetiers sont totalement dépassés, alors je parle des magistrats du parquet, des procureurs, totalement dépassés par le nombre des procédures et s'en remettent largement à la synthèse que leur offrent les enquêteurs. Et ils ne veulent plus en démordre, ils ne sont plus les avocats. Je pense que les juges aussi, les procureurs sont des avocats, sont les avocats de la société. Et au lieu d'être les avocats aussi de la vérité, ils deviennent les avocats des enquêteurs. Il n'y a pas la distance qui devrait y avoir, parce que ce qui fait la qualité de la justice, c'est la pluralité des regards neufs. On n'a plus de regards neufs. L'institution judiciaire, notamment en matière pénale, c'est un vaste relais où une vérité assez... Alors, bien sûr, je généralise, je ne vous dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais vous avez une vérité qui est assénée par un enquêteur, pas forcément aussi fin qu'on pourrait le croire, et qui est reprise par un magistrat du parquet au téléphone, qui va donc confirmer, l'autre magistrat du parquet va confirmer le point de vue de son collègue quand il recevra la procédure écrite. Le tribunal a tendance est beaucoup trop lié au procureur, parce que ça, c'est un élément majeur que je n'ai pas pu évoquer. Ils n'aiment pas se contredire, en fait. Ils n'aiment pas du tout se contredire. Ah, ils n'aiment pas du tout se contredire. Il y a une sorte de nationalisme professionnel. Parce que chez les journalistes. Le corporatisme, c'est le nationalisme de la profession. Et quand on est magistrat, c'est extrêmement dangereux, puisque on devait être soumis
à la vérité, c'est-à-dire la vérité doit s'imposer à nous. Il n'y a pas du tout ce point de vue-là. Et il y a même une insuffisance de techniques élémentaires. Quand j'étais président de cour d'assises, comme tous les présidents de cour d'assises, je rappelais un certain nombre de textes aux jurés au début du procès, et notamment la méthode qu'ils devaient suivre. C'est une obligation prévue par le Code de procédure pénale. Quelle impression on fait sur votre raison, les preuves rassemblées contre l'accusé et les moyens de sa défense, etc. La loi ne vous demande pas, elle ne vous demande pas d'avoir. Attendez, je me souviens plus du texte par cœur, donc je préfère pas le dire. Mais en tout cas, ça conduit à utiliser une méthode. Donc le juré qui lui sait qu'il doit tout apprendre, qui est pas forcément sûr de lui-même, s'accroche à ses conseils et fait preuve d'une certaine honnêteté quand même en général. Et les magistrats considèrent que parce qu'ils sont magistrats, ils sont en quelque sorte pas tenus par cette rigueur intellectuelle. Oui, ça, c'est extrêmement grave. On voit, on parlera du dossier qui a été évoqué de manière allusive tout à l'heure. C'est clairement un défaut de méthode intellectuelle, de raisonnement, qui fait qu'on arrive à des décisions qui sont scandaleuses, puisque ce sont des valeurs fondamentales qui sont touchées par ces erreurs, la liberté, l'honneur, la fortune, enfin, ce que les magistrats ont entre les mains a une valeur considérable pour les individus qui sont touchés par cela. Et on le fait avec une légèreté qui est absolument effarante, effrayante. Et je pense que la France est particulièrement touchée parce que j'ai eu quelques exemples étrangers où j'ai pas vu cette dérive. Je pense que la magistrature hérite de cette confiance quand même de principe des Français vis-à-vis de l'autorité publique, de l'État. Donc ils empruntent cette autorité, les magistrats, et pour moi, ils en abusent parce que l'autorité n'est pas une fin en soi. L'autorité, elle doit être là pour justement donner du poids à des décisions qui sont qui ressortent d'un raisonnement, d'une analyse, d'un travail qui touche à la fois à l'intellect et à la sensibilité. L'autorité est là quand le reste a échoué, en fait. Hein. Et ben oui, et c'est ça qui est terrible. Quand vous avez l'autorité après que tout le reste a échoué, d'abord, c'est pas une autorité profonde. C'est toujours une autorité fragile. L'autorité profonde, elle s'acquiert par la légitimité, par un processus antérieur. L'autorité brutale, elle est insupportable. Et beaucoup de justiciables sortent d'une audience avec un sentiment d'avoir été humilié, non respecté, non écouté. Et ça, c'est exactement le contraire de ce qu'on doit attendre d'un passage devant la justice. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je suis confronté aujourd'hui moi-même à titre personnel. Vous connaissez peut-être, vous avez vu sur Internet quelques échos d'un combat personnel contre des gendarmes faussaires qui avaient humilié une personne d'origine africaine que j'accompagnais, qui était une victime, qui a été humiliée devant moi par des gendarmes. J'en ai été sidéré. En réalité, les gendarmes voulaient faire payer à cette personne d'être accompagnée justement d'un magistrat. Ils ont considéré que c'était une humiliation pour eux que cette victime soit soutenue. Alors, elle était soutenue parce que précisément, elle avait été rabrouée quelques heures auparavant par des gendarmes. Donc, j'étais venu pour qu'elle fournisse un témoignage dans une affaire de vol très importante. Et elle a été maltraitée devant moi. Derrière moi, elle a été tutoyée d'ailleurs. Et quand j'ai annoncé que j'allais faire un rapport sur ce comportement inadmissible qu'ils avaient eu, notamment le refus de l'entendre sur ces
révélations concernant les auteurs du vol dont il avait été victime. C'est quand même le travail des gendarmes, c'est quand même a priori de résoudre de ce type d'affaires. Quand on le rapporte sur un plateau, ils devraient s'en saisir. Là, au contraire, ils avaient refusé d'exécuter les instructions du procureur et avaient préféré s'en prendre à ce monsieur d'origine béninoise. Donc, quand j'ai annoncé que j'allais faire un rapport, eh bien, ils n'ont pas trouvé mieux que de rédiger de faux rapports, de prétendus outrages. Il a pu être démontré que tout cela était inventé, et malgré cela, la magistrature a fait corps avec la gendarmerie et a refusé de voir et de traiter les preuves. Résultat des courses, on est encore aujourd'hui, 13 ans plus tard, devant le tribunal correctionnel qui refuse d'examiner le dossier concernant un personnage annexe de cette affaire, voyant que les preuves sont considérables et qu'il ne pourrait pas faire autrement que de le condamner, donc il refuse d'audiencer le dossier. Ça donne une idée quand même du manque de scrupules d'un certain nombre de magistrats. Là, on parle d'un procureur quand même. Ça rejoint ce pourquoi on milite. On demande plus d'automatisation pour ce qui est automatisable, que tout soit filmé en permanence dans le but de protéger tous les intervenants, parce que ça protège aussi celui qui intervient. Lorsqu'on filme de manière professionnelle, c'est pas pour l'embêter. Il y a plein de cas où on trouve des policiers ou des intervenants qui sont accusés faussement. Si la chose avait été filmée, ça ne pourrait pas se passer non plus, ça ne pourrait pas se produire non plus. Bien sûr. Et la grande question à laquelle on est tous confrontés, c'est comment fait-on lorsque quelqu'un se comporte mal? Comment fait-on lorsqu'un enquêteur se comporte mal avec vous, qui fait une instruction à charge et non pas à décharge? Comment fait-on lorsqu'un juge vous tutoie, voire vous rabaisse et vous humilie publiquement en audience publique, en livrant à tout le monde vos antécédents professionnels, familiaux, le lieu de votre adresse, vos problèmes médicaux? Comment fait-on? Mais d'abord, le problème, c'est qu'on n'est pas cru. On ne peut rien faire parce qu'on ne dispose pas, faute de pouvoir filmer justement, ou de disposer du film qui a été enregistré, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gardes à vue, notamment celle des mineurs ou en matière criminelle, qui sont filmés aujourd'hui. Mais alors, on cache ces enregistrements puisqu'il faut des conditions très particulières pour pouvoir prendre connaissance de cet enregistrement. Moi, j'ai dans une affaire la conviction que les propos qui sont retranscrits sur le procès-verbal ne correspondent pas à la vérité. Parfois, ce n'est pas volontaire de la part de l'enquêteur, mais il y a une sorte d'habitude qui est prise de tout adapter. Vous dites je suis allé hier à la boulangerie et ça devient comme j'avais faim et que je n'avais pas d'autres idées, eh bien j'ai décidé. Voilà. Non mais on traduit, par exemple, là j'évoque d'ailleurs le dossier que nous évoquerons plus en détail ultérieurement. Un point qui se révèle important, c'est le moment où un bébé très gravement violenté a été pris en charge effectivement par le corps médical. C'est très important de savoir si ça a été fait immédiatement ou avec un certain retard, non pas pour mettre en cause l'hôpital, mais parce que ça prouve que l'état apparent du bébé à ce moment-là n'inspirait pas forcément une inquiétude majeure. On savait qu'il y avait un hématome, mais on ne savait pas qu'il y avait des fractures multiples, graves, qui vont être révélées par l'imagerie médicale. Donc c'est très important de constater que finalement ce bébé n'a été pris en charge que 39 minutes après l'arrivée aux urgences, parce qu'on n'a pas vu dans ce cas un cas exceptionnel, une urgence absolue. Or, parce qu'on va reprocher à la mère de ne pas avoir vu elle-même cette urgence absolue. Mais comment le lui reprocher si, quand elle arrive aux urgences, le personnel médical ne s'en rend même pas compte? Et pourtant, sur le procès-verbal d'audition, alors qu'on maintenant on sait que c'est 39 minutes, le policier va mettre automatiquement « je suis arrivé à l'hôpital et j'ai été tout de suite pris en charge ». Le policier n'a pas pensé forcément que ces phrases étaient importantes dans la suite. Mais ce sont des phrases toutes faites d'enquêteurs et qui peuvent avoir finalement des conséquences très graves par la suite. Et il y a plein d'exemples comme ça.
Et on revient à notre discussion d'il y a 3 semaines. Il manque un métier qui est défenseur des droits de l'enfant, parce que c'est une privation des droits de l'enfant de le séparer de sa mère qui est en train de l'allaiter. Il aurait été tout à fait possible, comme on le fait pour les personnes en prison, de laisser la mère avec l'enfant le temps que les enquêteurs fassent leur travail. L'intérêt de l'enfant était là. Oui, et le problème aussi, voilà, c'est que les juges, on parlait des abus de pouvoir, se sont emparés d'un certain nombre de notions, plutôt les ont mises à l'écart en les interprétant à leur façon. L'intérêt de l'enfant, finalement, ça permet de tout faire. Oui, il n'est pas défini. Mais il n'y a pas une analyse dans la loi. Il n'y a pas de définition. On ne dit pas ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Et donc les juges, ils font ce qu'ils veulent avec l'intérêt de l'enfant. Comme la notion d'ordre public, hein. C'est une notion extrêmement floue qui permet aux juges de mettre en détention, de ne pas mettre en détention, selon l'interprétation qu'il en donne. Qu'est-ce que c'est qu'une atteinte grave à l'ordre public ? Chacun peut avoir sa définition. Oui. Donc les juges profitent énormément de cette latitude pour faire ce qu'ils ont envie de faire, alors que pour moi, un bon juge ne fait pas ce qu'il a envie de faire, mais ce qu'il est obligé de faire. Parce que la situation impose en réalité, dans la plupart des cas, une décision dans un sens ou dans un autre. Mais il faut saisir la complexité d'une situation et les intérêts multiples qui sont en présence et ne pas se précipiter comme le font certains. Il suffit d'assister aux audiences correctionnelles à Paris pour voir à quel point on se précipite sans, un peu à la manière de Maigret, mais adapté à la justice, on doit déjà ressentir une atmosphère, une situation pour comprendre ce que l'équilibre, le respect de toutes nos valeurs nous oblige à faire. Voilà. Qu'est-ce que je devrais faire, moi, dans ces situations ? Et non pas qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que... Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Il y a le respect de la loi. Moi, je prends toujours en exemple cette loi de 2002 de Ségolène Royal qui instaure ce qu'on appelle l'équité parentale, la coparentalité, qui ouvre la porte à la résidence alternée et qui dit que les 2 parents ont les mêmes droits parentaux sur un enfant après les divorces. Et force est de constater que quasiment 25 ans plus tard, cette loi, il y a encore des magistrats par idéologie qui ne l'appliquent pas. Donc oui, on a un problème d'application de la volonté du législateur. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le législateur a peur du juge. En fait, les hommes politiques ont peur des juges. C'est ce qu'ils ont gagné par cette sorte de menace permanente de lancer des affaires. On n'ose plus attaquer la justice, on n'ose plus être sévère avec les juges. On n'ose plus leur demander de rendre des comptes. Ce sont les seuls. Voilà. Eux, ils revendiquent le droit. Il faut quand même que je dise que dans mon département, j'ai vu régulièrement des juges se faire... ils appellent ça comment, là? Ils les démettent de leurs fonctions ou ils les enlèvent. J'en ai quand même vu plusieurs se faire sanctionner. Hein. Mais bon... Mais il faut savoir que tous les juges ont une position très, très ferme et très fiable parce que lorsqu'il y a des plaintes, visiblement, ils sont démis de leurs fonctions. Oui. Alors, les juges qui sont démis de leurs fonctions, ce n'est jamais à l'initiative seule d'un particulier qui a dénoncé quelque chose. Non, ils sont déchargés. C'est toujours parce qu'il y a l'institution elle-même qui se dit ce juge, il est néfaste à notre corporation, non pas à la justice, mais à notre corporation, donc il faut s'en débarrasser. Parce que, bon, ce qu'il a fait est insoutenable, donc on ne va pas défendre non plus... il faut le lâcher parce que sinon c'est nous qui allons en pâtir. Donc à ce moment-là, ils deviennent très très durs. Par exemple, le juge, je crois que c'était, il s'appelait Umang, j'oublie son nom. Enfin, peu importe, un ancien procureur de Bayonne, vous savez, qui avait été convaincu d'avoir volé une carte bancaire lors d'un congrès. Alors le paradoxe, c'est que le congrès avait pour thème la déontologie dans la magistrature, je crois, quelque chose comme ça. C'était en Allemagne, et à cette occasion, une carte bancaire est volée,
à l'une des participantes, et on constate son usage dans un bouge, une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de maison de passe un peu qui se trouve là-bas à Hambourg. Je crois que c'est à Hambourg, ou à Cologne, ou à Hambourg, je crois. Et donc, la carte bancaire sert à payer, semble-t-il, les prestations d'une fille là-bas. Et il se trouve, je ne sais pas quelle faute commet ce magistrat, qu'il est reconnu par la tenancière de l'établissement. Enfin bref, tout tombe sur lui. Lui prétend qu'il est effectivement allé, il reconnaît qu'il est allé dans cet établissement, mais pour acheter des cigarettes. Bon, voilà. Alors, non, je dis ça parce qu'au départ, ce magistrat qui n'avait aucun problème, il avait des notations absolument dithyrambiques. Forcément, il faut justifier la nomination d'un substitut au poste de procureur. Et puis, dès lors que cette affaire lui est tombée dessus, eh bien, comme magistrat, rétrospectivement, on se rendait compte qu'il était épouvantable. Sa notation, c'était... Bon, on n'a jamais finalement pu venir à bout de ce mauvais magistrat. Donc, on sait lâcher quelqu'un qui doit être absolument lâché. Oui, non, mais là, c'est un cas extrême. Et ce que j'ai constaté, par exemple, dans la petite province, le petit département où je suis, vous savez qu'il est tout petit, hein, il y a 44 avocats au barreau, il y a très peu de personnes. Il y a quand même eu 3 cas de décharge en 2 ans. Oui. Il veut dire qu'ils ne sont pas non plus extrêmement sereins. Ça veut dire que... Alors, ça ne veut pas dire que le particulier aura des compensations. Ça ne veut pas dire que les gens qui se plaignent ont été compensés, qu'il y a une responsabilisation du juge par rapport à ce qui a été fait. Ça veut juste dire qu'il n'est pas non plus indétrônable. Non, mais c'est rarement parce que quelqu'un s'est plaint, c'est parce que le président, le procureur n'arrive pas à gérer ce magistrat. Il devient encombrant. C'est pas forcément d'ailleurs toujours lui qui a les plus grands torts, mais le pouvoir hiérarchique est quand même très fort. Hein. On est dans un système où paradoxalement on promeut à la fois la liberté de penser, la liberté du juge et en même temps la soumission à une hiérarchie très stricte, aussi bien d'ailleurs au parquet qu'au siège, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc un juge qui pose problème à son supérieur risque d'avoir les plus gros ennuis. Et après, il y a une sorte de coalition qui se forme contre lui. Et il est très rare qu'on gagne quand on a sa hiérarchie contre soi. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Dans les tribunaux, dans la magistrature, est-ce qu'il y a beaucoup de politique, d'arrangements entre amis, de clans Il y a des réseaux, ça c'est clair. Ça a été déjà dénoncé il y a très longtemps par un avocat qui avait écrit les juges dans la balance. Et il avait noté les différents réseaux qui pouvaient exister dans la magistrature. Il y a les syndicats. À eux seuls, ils forment une sorte de réseau. Il y a un syndicat, je crois. Il y a un syndicat, je crois, un seul. Non, il y a au moins quatre syndicats, mais il y a 2 syndicats principaux et un syndicat très majoritaire, l'Union syndicale des magistrats. Il y a le syndicat de la magistrature, issu de mai 68. L'Union syndicale des magistrats, c'est un peu le Marais, quoi. C'est l'ancienne association des magistrats qui, globalement, n'ont rien à redire au système. On a maintenant des syndicats liés aux grandes confédérations, que ce soit FO ou CFDT, qui se sont créés ces dernières années. Ce qui est intéressant parce que ça nous renvoie quand même à un syndicalisme plus classique et a priori un moindre corporatisme. Les syndicats défendent non seulement des individus, mais surtout une corporation quand même. Hein. Et puis il y a d'autres réseaux. Il y a la franc-maçonnerie. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé à Nice à l'époque de Éric de Montgolfier, qui avait été nommé par Elisabeth Guigou procureur de Nice, et qui tout de suite lui-même avait dénoncé les réseaux francs-maçons. S'en était suivi une querelle à distance entre lui et l'ancien procureur de Nice, Paul-Louis Omeras,
qui lui avait répondu, je le sais parce que j'étais à l'époque procureur à Millau, il était procureur général à Montpellier, et il avait cru bon de répondre à son collègue de Nice, parce qu'il était mis en cause aussi pour avoir protégé des réseaux pédophiles, mais ça c'était probablement fantasmé. Il avait répondu très habilement, ça avait fait le titre du Midi Libre, « Je ne suis ni franc-maçon ni pédophile ». Vous voyez, je pense que ça n'a pas vraiment profité parce que c'est le fait de le nier entraîne forcément à penser qu'il a été mis en cause pour l'un et pour l'autre. Mais bon. Ouais, ce sont. Alors, franc-maçonnerie, moi j'ai rien contre la franc-maçonnerie, mais je ne sais pas qu'elle interfère dans les décisions. Exactement, ce sont des choses qui n'ont rien à faire dans un tribunal. Alors c'est très fort, particulièrement dans les tribunaux de commerce. Par exemple, le tribunal de commerce de Paris, il est connu qu'il est composé d'énormément de francs-maçons, parce que vous êtes pour encore devenir sur juge... attention. Hein. Comment ? Vous êtes encore sur YouTube, attention. Hein. Oui, mais la franc-maçonnerie n'est pas quelque chose en soi de condamnable, de toute façon. Pourquoi ce que Maître Doméan appelle les francards qui sont condamnables, en fait. Ce sont des gens qui vont utiliser pour faire, en fait, quelque chose qui n'est pas suivant leurs attributions, qui représente leur intérêt personnel, en fait. Voilà. Alors, voilà. Moi, c'est moins ça qui me gêne que les liens trop personnels qui peuvent exister entre des juges et des mandataires judiciaires. Il y a des réformes. Si, ouais. Le problème de la justice, c'est qu'il y a eu beaucoup de grandes réformes qui ont été envisagées, mais elles n'ont pas été menées à bien. Moi, j'étais à la direction des services judiciaires lorsque une grande réforme de la justice commerciale, consulaire, a été préparée, puis finalement abandonnée. Ceci suite à des rapports terribles sur les tribunaux de commerce. C'était un livre célèbre, La mafia des tribunaux de commerce. Cette réforme salutaire, elle n'a jamais eu lieu, et aujourd'hui, il y a la façon dont les décisions sont rendues dans beaucoup de tribunaux de commerce pose problème. Dans les petits tribunaux de commerce, notamment, il y a le rôle du greffier est fondamental. Les experts, il y a énormément d'argent. Oui, non. Il y a des interférences terribles, et derrière, il y a d'autres drames, parce que, bien sûr, les liquidations judiciaires sont souvent des drames. La réforme de l'instruction. Pour moi, le nœud de la justice pénale, c'est le juge d'instruction. Et je l'ai été, et pourtant, comme d'autres, comme Georges Fenech, que je connais très bien, je prône depuis longtemps la suppression du juge d'instruction, qui est une institution totalement obsolète. Ça a l'air très bien sur le papier, on se dit super, c'est le juge qui cherche la vérité, c'est un chevalier blanc, etc. La question n'est pas là. C'est le système qui pose problème. On ne peut pas accepter qu'on passe 4 ans, finalement, globalement, à refaire l'enquête en moins bien, d'ailleurs, en général. Oui, pendant que les gens sont immobilisés, ne peuvent rien faire. Oui, avec des détentions provisoires excessivement longues. Maître Domergue, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, donc. Merci à vous. Je vous envoie tout ceci. Merci à vous également. Merci. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.